Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EBIM, le podcast de Man Machine dédié à la digitalisation du monde de la construction. Je m'appelle Siam Amokrane et pour cette deuxième saison, je vous propose de repartir à la découverte d'initiatives inspirantes autour du BIM et du digital. Je vous partagerai des récits de projets, des retours d'expérience, des conseils avisés sur une thématique d'actualité. Une chose est sûre, tous mes invités sont animés d'une conviction, le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Aujourd'hui, je voudrais explorer avec vous une approche innovante. Elle est en train de révolutionner la façon dont nous concevons, planifions et gérons les projets de construction, le jumeau numérique. Mon invité du jour, Julien Blacher, BIM Lead chez Artelia, est la personne idéale pour vous parler de ce sujet. Et BIM, Julien, c'est à toi. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Siem et merci beaucoup pour cette invitation aussi, je suis ravi d'être là. Julien, peux-tu te présenter en quelques mots ? Donc, je m'appelle Julien Blacher, j'ai 40 ans, je vis à Lyon, je suis ingénieur structure de formation et je suis passionné par le monde du numérique et du BIM. Et donc, ça fait 6 ans que je suis chez Artelia. Artelia, cabinet d'ingénierie multidisciplinaire, basé partout dans le monde. On est 7000 aujourd'hui et on couvre l'intégralité du métier de l'ingénierie, de la conception à la construction et à l'exploitation maintenance. Merci Julien. Alors je vais te poser la question que je pose à beaucoup de mes invités. Peux-tu nous dire comment s'organise le BIM chez Artelia ? Le BIM s'organise de façon assez agile. Donc, c'est une organisation qui est amenée à évoluer, qui a évolué déjà. Aujourd'hui, on s'est organisé autour d'une petite cellule qui s'appelle la BIM Team, qui regroupe tous les référents BIM de toutes les business units. Et l'idée au sein de cette cellule, c'est de trouver une stratégie, une feuille de route commune qui concerne tout le groupe, et ensuite de décliner cette stratégie, cette standardisation au sein de chacune des business units, puisque chacune de ces entités a forcément des clients, des usages et des objectifs et un quotidien qui est différent, pour lequel du coup les standards à un moment donné ont une certaine limite. Et donc il va falloir trouver des adaptations. Et donc pour avoir une idée encore plus précise de ton rôle de BIM Lead chez Artelia, est-ce que tu pourrais nous décrire ton quotidien ? Alors c'est une question qui n'est pas si évidente que ça, tant mon quotidien est variable, d'une semaine à une autre, d'une journée à une autre. Ma position, elle est déjà un peu particulière dans le sens où la moitié de mon temps est dédié au projet. Donc c'est vraiment le rôle de BIM Project Manager, pour lequel du coup je réponds à des appels d'offres, je m'organise sur la production, le contrôle qualité des maquettes, les relations avec les clients et les contrats. Donc c'est un quotidien qui est très axé sur les projets, qui est du coup très prenant. Et l'autre partie de mon temps, il est dédié à une entité qui s'appelle la direction des méthodes, qui a pour objectif de faire de la recherche et développement au sein des business units bâtiments. Et donc cette partie-là, ça peut être de la communication et du relationnel avec des entités extérieures, donc des écoles, des organismes de recherche et développement. On a aussi évidemment les relations avec les éditeurs, qui est très importante. Et puis, on a tout ce qui est veille technologique et développement logiciel. Voilà. Donc, c'est assez riche. Mais tu maintiens quand même une position dans les projets qui est très importante, j'imagine, dans ton rôle. Exactement. Alors, Julien, on est là pour parler du jumeau numérique. Tout d'abord, peux-tu m'en donner la définition ou ta définition du jumeau numérique ? Là aussi, on a une question qui est assez difficile. La définition du jumeau numérique, quand je me suis lancé sur cette thématique-là, évidemment, je me suis intéressé à ce qui s'était fait avant dans le monde de l'industrie. Puis je me suis rendu compte aussi que dans le monde médical, il y avait déjà aussi une définition et des applications liées au jumeau numérique. Et puis, évidemment, le jumeau numérique arrive dans le monde du bâtiment avec son approche, avec ses technologies. Et trouver finalement une définition commune à tout ça n'est pas évidente. Ce que je peux retenir, en tout cas selon ma perception et selon mon expérience, ce qui définit un jumeau numérique, il y a plusieurs critères. Le premier critère qui est pour moi très important, c'est ce qu'on appelle la partie descriptive. C'est-à-dire qu'il y a deux parties descriptives. Donc la partie géométrie, qui peut revêtir plusieurs technologies. On verra pourquoi. On verra comment aussi. Donc la partie descriptive géométrique et la partie descriptive informative. Donc c'est des informations qu'on appelle froides, donc des informations statiques. Voilà. Et enfin, troisième critère, c'est la partie données dynamiques.
Donc ça, c'est des informations qui vont enrichir le jumeau numérique en temps réel de diverses informations et qui vont nous permettre d'avoir une vision en temps réel précise de notre système. Et ce système, aujourd'hui, dans le monde du bâtiment, c'est un bâtiment. Ça peut être aussi un quartier, ça peut être une ville. Mais aujourd'hui, chez Artelia, on s'est surtout concentré sur la partie système bâtiment. Et alors, pourquoi Artelia s'intéresse aux jumeaux numériques? Il faut savoir que la cellule de direction des méthodes, auquel je consacre donc la moitié de mon temps, réfléchit en tout cas, se concentre sur la partie smart building depuis des années. Donc c'est un thème qui est assez novateur, qui est assez complexe, comme tous les sujets innovants finalement. Il y a plein de choses à créer, à concevoir, à définir et à tester. Et on en est du tout à cette partie de test pour arriver à mieux comprendre, à mieux mesurer les impacts que peuvent avoir un jumeau numérique au quotidien, dans la gestion, dans l'exploitation d'un bâtiment. Donc on avait vraiment besoin de comprendre les tenants et les aboutissants de ces technologies-là, de voir quelles étaient les difficultés de mise en application, quels étaient de voir les leviers, quels étaient de voir finalement les bénéfices de ce jumeau numérique et si ces technologies-là avaient un véritable intérêt pour nous en tant que maître d'ouvrage. Donc on s'est positionné d'abord en tant que maître d'ouvrage. Il faut savoir qu'on possède évidemment un certain nombre de bureaux qu'on exploite et qu'on gère. Et donc on avait besoin de savoir, nous, en tant que maître d'ouvrage, si ces technologies-là, qu'on avait beaucoup théorisées, avaient un véritable intérêt pour nous. Et donc forcément, si c'est un intérêt pour nous, on se positionne en tant que conseiller de qualité, finalement, auprès des futurs maîtres d'ouvrage avec lesquels on est amené à travailler. Donc il y avait un double enjeu. Le premier enjeu, c'était de mieux connaître ces technologies-là. Le deuxième enjeu, c'était d'avoir un retour sur investissement personnel, voilà, en tant que maître d'ouvrage. Et le troisième, c'est finalement de capitaliser sur cette expérience pour mieux conseiller les maîtres d'ouvrage par la suite. Et alors concrètement, est-ce que vous avez essayé de tester cette technologie ou cette approche-là en grandeur nature? Et si oui, sur quel type de projet l'avez-vous fait? Alors on a plusieurs projets sur lesquels on a commencé à construire un jumeau numérique. Donc on a évidemment construit cette partie descriptive. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'assez courant. Donc la partie descriptive, elle peut revêtir plusieurs formes. Ça peut être des parcours de photos à 360 degrés. Donc ça, c'est une première approche aussi. On décrit quelque chose. Et puis ça peut être aussi des nuages de points ou des logiciels de CAO. Mais ce qui est très clair, c'est que la partie descriptive, la quintessence, si je me permets d'utiliser le mot, reste quand même des maquettes BIM. C'est là où on atteint le sommet, en tout cas, de descriptif géométrique et de descriptif au niveau des informations. Donc évidemment, cette première brique, elle est aujourd'hui assez courante. Mais le côté faire remonter et associer cette partie descriptive avec de la donnée dynamique, ça, c'est quelque chose qui est plutôt nouveau. Donc il y a plusieurs tests qui ont été faits dans le monde de l'industrie, avec une approche un peu avec plutôt des parcours de photos et puis de taguer des informations. Donc c'est déjà une sorte de jumeau numérique, un peu pauvre, si on peut utiliser le mot, mais c'est quelque chose qui est efficace. C'est quelque chose qui est efficace parce que ça répond à un usage qui a été demandé à ce moment-là. Mais nous, on avait besoin d'aller plus loin, on avait besoin vraiment de tester au maximum ces technologies-là. Et donc, on s'est dit qu'il fallait trouver quelque chose qui nous serve. Et donc, on a sélectionné nos bureaux qui sont basés à Choisy-le-Roi. Donc, c'est devenu notre projet de test. Et la deuxième raison qui a fait qu'on a choisi ces bureaux, c'est qu'on avait conçu et construit finalement ces bureaux et qu'on les exploite aujourd'hui. Donc, on s'est dit que ça allait être un exercice plutôt facile puisqu'on connaissait le bâtiment, on avait nos archives, on l'exploitait au quotidien et donc construire en tout cas la partie descriptive sur cette base d'informations, ça nous semblait une évidence. Il s'est avéré que c'était beaucoup plus difficile que prévu, mais en tout cas, ça nous a permis de comprendre et de nous mettre à la place d'un maître d'ouvrage qui va aller chercher dans ses archives des informations et se rendre compte qu'elles ne sont pas forcément de qualité, pas forcément à jour, qu'il faut solliciter un certain nombre de personnes, que ces personnes ne s'en soient plus là, soit ont archivé ça quelque part et ne s'en souviennent plus. Bref, c'est un exercice qui est déjà pas évident, alors même qu'on n'a pas encore commencé la construction du jumeau numérique. Donc on a fait ça sur nos bâtiments à Choisy-le-Roi. Si on revient un petit peu à la démarche concrète que vous avez mis en œuvre, alors est-ce que vous avez défini un cahier des charges? Forcément, ça c'est un exercice obligatoire dès le départ. Et un peu comme l'approche du BIM, finalement, la première question qu'on va se poser, c'est quels usages? Avant de construire une maquette, on se demande, mais pour quels usages on va produire des maquettes?
Quand on construit un jumeau numérique, évidemment, on va se poser la même question. Donc on a sélectionné 3 usages qui sont aujourd'hui un peu tendance, qui correspondent de toute façon à une réalité environnementale, énergétique. Donc le premier usage, c'est la consommation énergétique. Voilà, évidemment, en plus avec le décret tertiaire, on se doit d'optimiser notre consommation énergétique, d'optimiser la consommation, de maximiser le confort aussi, en termes de température, entre autres. Le deuxième usage, il est surtout lié, cette fois-ci, à la qualité de l'air intérieur. Donc mesurer finalement les émissions de CO2 et voir si, à l'intérieur des bureaux, la qualité de l'air est suffisante pour nos collaborateurs. Et le troisième usage qu'on a choisi pour l'instant, c'est la gestion des espaces. Donc évidemment, depuis le Covid et puis l'augmentation et la réorganisation du temps de travail en télétravail, on a un besoin de connaissances plutôt exhaustives du taux d'occupation de nos bureaux et de voir si ça nous permet finalement d'embaucher un peu plus de personnes, de migrer des services ou d'autres perspectives en tout cas qui sont liées au taux d'occupation des bureaux. Donc ça, on a défini 3 usages et l'idée finalement c'était d'embarquer aussi plein de personnes dans ces usages-là. Au sein d'Artelia, hein, c'était finalement de construire un train et puis de mettre un peu de compétences autour. Et donc l'idée c'était quand même de viser des personnes qui travaillent au service immobilier, des personnes qui travaillent dans les analyses et les simulations thermiques dynamiques, des personnes qui sont spécialisées dans la gestion technique du bâtiment, des personnes qui sont sachant dans le BIM. Donc c'est un peu comme ça que que le projet est arrivé sur la table. Donc ce cahier des charges, finalement, il s'est créé autour de ces 3 usages-là. Voilà, parce que ça répondait à un besoin qu'on avait en interne. Et alors, dans une démarche un peu similaire au déploiement du BIM, en fait, j'ai envie de dire, hein, donc on s'attaque à la mise en œuvre de quelque chose de nouveau, dans les process. Il y a forcément un questionnement autour des briques logicielles, autour de comment cela, va être supporté, technologiquement parlant. Exactement. C'est en effet aussi le cœur de l'étude, c'est d'embarquer des nouvelles technologies. Il y a 2 types de technologies qui vont nous permettre de construire un jumeau numérique. La première, qui est pour moi la plus importante et quasiment obligatoire, c'est ce qu'on va appeler le Building Operating System. Donc c'est l'équivalent de Windows, mais dans le monde du bâtiment. Donc l'objectif de cette brique logicielle, c'est de faire communiquer tous les protocoles de communication qui existent aujourd'hui, de tous les équipements, mais aussi de faire communiquer tous les logiciels tiers qui pourraient être intéressés par le bâtiment. Donc connecter toutes les API et connecter tous les protocoles. Donc cette brique-là, elle est stratégique aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui sont capables de fournir aussi aujourd'hui un boss. Et donc ça, c'est la première brique qui est nécessaire. Sans ça, aujourd'hui, ça semble difficile. Alors c'est possible, mais c'est un peu plus compliqué. Et puis, on est moins flexible dans l'avenir et dans la gestion, en tout cas, du bâtiment. La deuxième brique logicielle, c'est ce qu'on appelle l'hypervisualisation. Donc ça ressemble, je fais des simplifications, mais c'est pour mieux faire comprendre aux auditeurs que c'est une sorte d'énorme tableau de bord qui va nous permettre d'analyser la donnée statique et dynamique et de croiser cette donnée statique et dynamique avec la partie descriptive BIM. Donc on est sur une sorte d'énorme Power BI combiné avec un viewer de maquette numérique, combiné avec plein d'autres fonctionnalités et qui nous permettent vraiment d'avoir une vision globale de tout ce qui se passe dans le bâtiment et dans le système. Donc ces 2 briques-là, elles se combinent pour finalement arriver à un jumeau numérique aujourd'hui qui nous permet d'exploiter en tout cas la donnée qui se passe et puis de comprendre finalement le quotidien en termes de température, en termes de qualité de l'air et puis en termes de taux d'occupation. Je trouve intéressant cette question des technologies, mais aujourd'hui, donc vous avez défini entre guillemets 2 piliers qui, Ouais. selon vous, hein, à partir de votre retour d'expérience aujourd'hui, sont indispensables dans toute réflexion autour du jumeau numérique, notamment dans la construction et dans le bâtiment. Alors autant le boss aujourd'hui, je le trouve indispensable, autant la partie hypervisualisation, on se pose la question. On se pose la question parce qu'en fonction des 3 usages qu'on a envisagés, quand on a présenté en tout cas les premiers résultats, on s'est rendu compte que l'hypervisualisation n'apportait pas une valeur ajoutée extraordinaire par rapport à un simple tableau Power BI. Donc se pose la question de savoir si c'est un intérêt pour d'autres usages. Moi, je pense que oui.
En tout cas la partie maintenance, gestion, exploitation, maintenance, clairement, je pense que c'est un outil qui a une très forte valeur ajoutée. Mais c'est vrai que pour les premiers usages qu'on a fixés, c'est une brique logicielle qui est pas nécessaire. Et ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, on se rend compte que, en fonction des usages, encore une fois, et ben, la combinaison des technologies et puis ce qu'on va en faire, il y a des combinaisons et puis il y a des scénarios à créer pour répondre au mieux financièrement et puis, au niveau de performance et on se rend compte que, bah, l'hypervisualisation, on pourrait s'en passer, mais, il faut quand même visualiser cette donnée, il faut quand même la synthétiser et donc c'est pour ça qu'à côté de ça, on a construit aussi de la data visualisation. Donc on a fait un travail d'innovation mais en interne, pour synthétiser cette donnée indépendamment ou en parallèle de l'hypervisualisateur et puis on s'est rendu compte que c'était aussi pertinent. En tout cas pour notre service immobilier, c'est suffisant et c'est suffisamment pertinent. Julien, on va revenir aussi à la question des données et notamment à la question de la récolte et du traitement de ces données. Comment cela se passe concrètement? Quand on a mis en place, le Building Operating System, on a donc un système qui est capable de récolter la donnée de tous les équipements du bâtiment. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il a récolté ça, il va falloir la poser et l'archiver quelque part. Donc on a fait le choix, pour l'instant, de diffuser, de déposer toute cette donnée dans une base de données partageable. Donc sur le cloud, on s'est approché d'un éditeur et la donnée est déposée en temps réel sur cette base de données et à partir de cette base de données, on peut aller venir, piocher, tout ce qu'il nous faut pour faire justement les data visualisations ou l'hypervisualisation. Donc cette donnée, elle est finalement, déposée. C'est un énorme tableau Excel, hein, tout simplement, qui est assez gigantesque, mais finalement qui ne représente pas, tant d'énergie que ça, puisqu'on essaie quand même d'archiver au maximum cette donnée. On ne va pas conserver tout ce qui s'est passé tous les jours pendant 10 ans, évidemment. On va avoir une stratégie, d'archivage, de garder, des moyennes de température, par pièce ou par étage et cetera. Donc il y a toute une stratégie un petit peu d'archivage, et de qualité finalement de cette donnée et à terme, la stratégie c'est quand même d'essayer de stocker ça sur nos serveurs, privés. Voilà, se pose maintenant ensuite la question de l'accessibilité de cette donnée pour un tiers. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'aime pas non plus, mettre à disposition de n'importe qui. Mais c'est une solution provisoire en tout cas qui marche très bien et ça nous permet, d'y venir y piocher tout ce dont on a besoin pour analyser, et pour les usages. Et d'où viennent toutes ces données? Alors elle vient surtout des capteurs. Donc les capteurs, la gestion technique du bâtiment qui est déjà en place nous permet aussi de récolter un certain nombre de données. On peut avoir de la donnée qui vient aussi, du Wi-Fi, qui vient, des accès, des badges d'accès. Donc ça vient de plein de choses. Vraiment, on peut venir et récupérer toute l'information dont on a besoin. Alors il y a certaines informations qu'on n'a pas pu récupérer pour des questions justement de sensibilité. Donc par exemple, l'accès, sur le site, c'est des informations qu'on n'a pas pu récupérer parce qu'il faut savoir qu'on a un service, nucléaire, sur le site de Choisy et donc on a forcément une certaine sensibilité vis-à-vis de ces données, ces accès des personnes sur le site en temps réel et donc ça, il a fallu s'en passer. Voilà, mais les températures, le CO2, tout ça, ça vient des capteurs qui sont déjà en place. On n'a pour l'instant rien rajouté. On essaye de prendre au maximum ce qu'il y a en matière première d'information, d'essayer de croiser ces informations pour trouver justement, tout ce qu'il nous faut pour par exemple, les taux d'occupation, ce qui est un exercice pas très facile évidemment. Donc il faut trouver des stratégies. Mais voilà, tout ça vient tout simplement des équipements qui sont déjà présents sur les bureaux. Ce que je retiens des premiers apprentissages en fait que tu es en train de décrire, ça veut dire de un, on découvre au fur et à mesure que, on peut peut-être pas récupérer toutes les informations qui sont liées potentiellement aux usages qu'on aura définis en amont et de 2, ça vous apprend aussi à avoir une stratégie de traitement de la donnée, une stratégie autour de la donnée en fait, tout simplement. Exactement. Ah ouais. Il y a un terme d'ailleurs qui existe, il y a un métier même qui existe qui s'appelle le data steward, dont l'objectif justement c'est de s'assurer de la qualité de la donnée et ça c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on ne s'était pas posé la question et quand on a commencé à récupérer la donnée sur cette base de données là, on s'est rendu compte qu'il y avait des fois des données qui étaient complètement erronées. Donc il y avait des capteurs qui renvoyaient des données, de température, dignes, du cœur du soleil. Voilà, on avait ce genre de choses. C'était évident quand on voyait ces informations-là, mais c'est vrai qu'au quotidien, on s'est posé la question: «Mais comment on garantit cette qualité-là?» Donc il y a un enjeu là-dessus. Il y a un enjeu sur la pérennité de cette donnée, sur la qualité de la donnée et donc je pense qu'il y a en effet des missions et il y a un besoin là-dessus pour pérenniser en effet le jumeau numérique. Est-ce que tu peux nous décrire un exemple réel, de mise en œuvre de cette démarche-là, dans votre expérience là actuelle?
L'exemple le plus, frappant et que tout le monde va comprendre finalement, c'est, la température. Donc l'idée, et la volonté du gouvernement, c'est quand même d'essayer d'imposer des températures, autour de 19 degrés. On s'est rendu compte très rapidement qu'à Choisy-le-Roi, la température, elle oscillait entre 20 et 23 degrés, ce qui était déjà bien au-dessus des recommandations gouvernementales et que, cette température-là, elle variait, évidemment entre le matin, les jours et puis les bureaux. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de récupérer toutes ces informations-là, d'appeler nos spécialistes en simulation thermique dynamique, de faire des simulations justement pour essayer de trouver les meilleurs scénarios pour avoir une température autour de 19 degrés, du lundi matin à 8 heures jusqu'à vendredi 19 heures, et ce, en consommant le moins d'énergie possible. Donc ça, c'est un exercice déjà de thermicien, typiquement, mais au moins les thermiciens, aujourd'hui, ils ont un outil qui leur permet de mesurer en temps réel toute la température. Donc ils ont des informations qui sont extrêmement fiables, ce qui est déjà assez inhabituel pour eux. Donc déjà, eux, ils sont extrêmement friands d'avoir un outil comme ça qui leur apporte autant d'informations facilement, contrairement à ce qu'ils ont l'habitude de faire, où c'est une véritable stratégie pour avoir accès à des informations de consommation énergétique, de température, etc. Donc là, ils ont un outil qui leur permet de leur faciliter un peu le travail de données d'entrée. Et l'idée, ensuite, dans un deuxième temps, donc du coup, c'est de faire des simulations et d'essayer de voir quel scénario on va mettre en place pour avoir la meilleure optimisation, consommation énergétique et température de confort. J'imagine que tout n'a pas roulé du premier coup, hein, et est-ce que tu as rencontré des difficultés et comment est-ce que tu les as contournées? On a évidemment rencontré beaucoup de difficultés, sinon ça aurait été pas drôle. Les difficultés, il y en a eu dès le départ du projet. Donc dès le départ, il a fallu en effet, commencer à connaître et comprendre la GTB qui était en place. Donc c'est quelque chose qui est pas habituel. Donc il a fallu contacter, le mainteneur, essayer de récupérer les informations, comprendre comment il l'avait monté, voir qu'il y avait un certain paramétrage qui n'était pas forcément évident. Donc il y avait déjà toute cette structuration à mettre en place. Il a fallu aussi connecter le boss. Il y avait des sujets évidemment liés, à la sécurité, à la cybersécurité, sur un site qui est du coup classé comme nucléaire. Les premières problématiques finalement, c'était la mise en place, purement technologique, comprendre les équipements et la GTB qui étaient en place, et les systèmes de sécurité, qu'on avait mis en place. La deuxième difficulté, c'est surtout lié, alors j'en ai parlé précédemment, mais c'est surtout lié finalement à la connaissance exhaustive des archives. Donc récupérer ces informations-là, on pensait que ça allait être facile et finalement, bon, ça a pris un peu de temps. Voilà, il fallait contacter les bonnes personnes, retrouver les bons documents. Les documents ont été construits avant qu'il y ait des aménagements intérieurs, donc on s'est déjà retrouvé avec des archives qui n'étaient pas forcément à jour. Il a fallu donc aller sur site, refaire des mesures, refaire un parcours de photo à 360 degrés, comparer ça avec les plans. Et même encore aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir une exhaustivité parfaite. Il faut qu'on brode un petit peu. Mais bon, comme c'est notre jumeau numérique, finalement, on peut parfois corriger les choses manuellement, même si c'est pas forcément nécessaire ou c'est pas forcément recommandé. Donc cette partie d'archives vraiment nous a pris, un temps assez important. Ça fait presque 6 mois qu'on est sur la digitalisation du projet, qu'on a mis un certain nombre de personnes dessus et je pense que d'ici fin février, on arrivera à quelque chose qui sera de très bonne qualité, je l'espère. Et puis, en fait, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que cette construction d'un jumeau numérique, ça ressemble presque à la construction d'un vrai bâtiment, dans le sens où on a géré ça comme un projet avec, des personnes, des spécialistes qui n'ont pas forcément l'habitude de communiquer ensemble et d'essayer de construire, quelque chose, de nouveau, en parallèle de la construction d'un bâtiment qui était déjà en exploitation. Et donc j'ai eu l'impression de refaire exactement comme un projet, de construction et de conception, de remettre des spécialistes autour de la table, d'essayer de les faire communiquer pour arriver à construire quelque chose. Et donc avec les difficultés de planning, avec les difficultés de communication et voilà, quand on parle avec quelqu'un qui fait un thermicien, c'est pas du tout le même langage que quelqu'un qui est au service immobilier, c'est pas du tout le même langage que quelqu'un qui est BIM project manager, ni un automaticien. Donc voilà, tous ces langages-là qui sont très techniques, il a fallu évidemment que je fasse de la recherche, que je comprenne la plupart des fois des définitions et on a travaillé heureusement un binôme avec Jérémy Dréan, du coup, qui, lui, est spécialisé dans les automatismes et la GTB
Et ce binôme finalement a marché. On a pu, tous les 2 couvrir, l'ensemble des champs et des spécialités pour arriver à construire ce jumeau numérique. Et tu me disais, justement qu'il y avait, de nouvelles ressources aussi que tu as dû, intégrer, enfin, en tout cas des compétences, nouvelles que tu as dû intégrer à ce projet? Exactement, en particulier justement le métier de data scientist ou de data steward ou de data manager. Heu, il a fallu qu'on fasse appel à ces nouvelles ressources, en tout cas pour récupérer, cette donnée qui venait du boss et d'essayer de contextualiser ça, de synthétiser ça pour présenter cette donnée, pour présenter ces analyses aux personnes concernées. Donc ça, c'est un métier qui était nouveau chez Artelia, donc il a fallu qu'on embauche, un certain nombre de personnes pour répondre à ce besoin-là et on y est arrivé aujourd'hui. On a des premiers livrables, on a des premiers tableaux de bord et c'est un exercice qui est aussi tout à fait nouveau, quoi. Justement, alors, là, on parle des nouveaux métiers, mais par rapport aux métiers existants, notamment, les personnes, chez vous, de l'immobilier ou les personnes qui sont, bah, tous les jours sur les projets, comment ça a été, perçu? On a présenté ça en effet, une fois que ça a été mis en place et qu'on avait en tout cas une preuve du concept et une preuve, de l'efficacité et de la réalisation du projet. On a présenté ça, à différentes personnes, donc à des commerciaux, aux services immobiliers, à toutes les personnes qui auraient pu et qui sont intéressées finalement par cette technologie-là. Et donc on essaye aujourd'hui d'avoir un retour sur leurs, sentiments, sur leurs besoins et d'essayer de voir s'il y a un véritable intérêt pour chacun d'entre eux. Donc parfois, la mayonnaise prend. Parfois, il faut peut-être un peu les convaincre. Parfois, il y en a qui reviennent et qui comprennent que finalement, après mûre réflexion, il y a un intérêt pour eux. D'autres, sentent qu'ils n'ont pas d'intérêt, mais c'est aussi intéressant pour nous finalement de voir qu'il y a des personnes qui n'en trouvent aucun besoin, donc aucune valeur ajoutée. Donc, ça nous permet vraiment de consolider que, cette technologie-là est utile pour tel cas d'usage, où il y a une vraie valeur ajoutée. Donc ça, c'est la question de 2023, c'est essayer de voir jusqu'à où il y a un intérêt, quel est le retour sur investissement de tel cas d'usage, de telle technologie et d'avoir, une véritable, feuille de route et d'avoir vraiment quelque chose de stratégique pour nous et de nous dire, «OK, on est capable de répondre demain à un usage. On sait que pour répondre à tel usage, il faut mettre en place telle stratégie numérique et pour un coût, le plus optimal possible et pour un résultat le plus optimal possible». Et alors, quels sont vos prochains défis autour du sujet du jumeau numérique? Donc le prochain défi, il y en a 2. Donc il y a vraiment ce côté de travailler sur la qualité, sur la pérennité de la donnée qui remonte du jumeau numérique. Donc d'essayer de récolter un peu plus de données. Aujourd'hui, on ne récolte pas encore tout ce qu'on veut. Donc d'essayer d'enrichir le champ des données qui remontent du jumeau numérique et d'essayer de trouver une stratégie pour avoir ce degré de qualité nécessaire à ce que le jumeau numérique nous fournisse en temps réel et de façon pérenne cette donnée-là. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, cette fois-ci, on a vraiment ce côté jumeau numérique qui nous apporte de l'information, donc on est vraiment sur un côté passif. On exploite, on analyse et on aimerait vraiment pousser cette fois-ci ces technologies dans le sens où on influence le jumeau numérique, on va créer des scénarios, on va créer des algorithmes finalement et on va demander au jumeau numérique d'avoir un comportement et ensuite d'influencer les équipements sur le bâtiment. Donc quand on aura, par exemple, je reprends l'exemple de la température, quand on aura fait différentes simulations thermiques dynamiques, on en aura déduit un, plusieurs scénarios de consommation énergétique et de température de confort optimal. Et l'idée finalement, c'est de construire ces scénarios, de prendre ces scénarios-là et d'en créer des algorithmes et de rentrer ces algorithmes-là dans le jumeau numérique pour qu'ils soient quasiment autonomes et que du coup, bah, il puisse du coup lui-même répondre aux différents, mouvements, aux différentes, vies du bâtiment, de ce qui se passe. Donc si quelqu'un, ouvre une fenêtre, il va se passer telle chose. Voilà, donc on est dans cette réflexion-là, donc cette fois-ci, se servir vraiment comme un outil d'action et comme un outil de pilotage, finalement, du bâtiment, de façon le plus automatique possible. Avec le moins d'intervention humaine, en tout cas, dès le départ, il y aurait forcément des interventions humaines pour la création des scénarios, mais ensuite de laisser le jumeau numérique se piloter un petit peu lui-même. Et donc, on se posera la question de bah, jusqu'à où la technologie est capable d'aller aujourd'hui pour la création de ces scénarios, pour la création de ces algorithmes-là. Et puis, il va se poser ensuite la question plutôt humaine, c'est-à-dire jusqu'à où on laisse les algorithmes décider du comportement du bâtiment et jusqu'à où on laisse les hommes, finalement, à un moment donné, intervenir quand on voit qu'il y a des dérives qui se créent sur le terrain.
Eh bien, ça promet. Merci beaucoup, Julien, d'être venu nous parler de ton projet, à suivre bien sûr. Merci à tous, c'était un véritable plaisir d'échanger ce retour d'expérience. Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur les pages LinkedIn, Twitter et Facebook de Man Machine pour continuer la discussion sur le jumeau numérique. Si le podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un nouvel épisode.